Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai plein d'infos à vous communiquer sur un usage quotidien, aussi pour les vacances, les points positifs, les points négatifs que j'ai rencontrés. Voilà, donc là je vais vous le faire en toute transparence. Donc déjà je voulais vous remercier parce que j'ai dans mes descriptifs de vidéos je mets mon lien de parrainage et vous êtes déjà 6 à avoir bénéficié du lien de parrainage. Donc ça vous a offert 1000 km de superchargeur gratuit. Déjà félicitations aux 6 et merci également parce que moi ça m'offre également 1000 km de supercharge gratuite. Donc pour ceux qui n'auraient pas de parrain Tesla, n'hésitez pas, vous allez dans les descriptions, il y a le code et quand vous commandez votre véhicule, vous utilisez ce code-là et ça vous offre 1000 km de superchargeur gratuit. Voilà. Donc un grand merci à ceux qui ont déjà joué le jeu. Donc moi je vais vous faire un bilan de mes déplacements. Donc grosso modo le véhicule, moi c'est ma première Tesla. Je viens du thermique. Avant j'avais une Audi A5 Sportback diesel que j'ai gardé durant longtemps. Et donc je suis passé à l'électrique là très récemment. Moi je fais 80% de routes départementales et villes. Et on va dire grosso modo 20% d'autoroute. Moi c'est un usage familial et j'ai un point de recharge à domicile. Voilà, donc moi c'est la finition grande autonomie transmission intégrale qui est donnée pour 629 km WLTP, donc c'est le dual motor hein, avec les 4 roues motrices. Mais ce que je vais vous dire c'est valable, j'ai envie de dire, pour tous les modèles Y et aussi pour pas mal de Tesla et aussi pour les véhicules électriques plus largement. Alors, moi je vais vous faire le retour, donc déjà en plusieurs points, je vais vous parler des sensations au niveau de la route, ensuite le stationnement, comment ça se passe avec son gabarit, l'autonomie réelle constatée, comment ça se passe pour les superchargeurs. Donc, point positif sur la route après 5600 km. Donc moi je l'ai eu neuf, 0 km. 5600 km, qu'est-ce que je dois dire? L'avis, c'est mon avis et également celui de ma femme. On pense la même chose. Hein. Déjà, point très positif, c'est le confort. Le confort, vraiment, on le ressent. C'est très bien aussi insonorisé. C'est très confortable sur les longs trajets. Voilà. Alors au niveau du confort, moi j'ai même baissé un petit peu la pression des pneus. Vous voyez, donc j'ai mis 2,8. Alors là, il fait chaud, hein, mais sinon, je suis à 2,7 à froid. Au lieu j'étais à 3 bars d'origine, je les ai descendus à 2,7, juste à la limite pour pas que ça mette l'avertisseur de sous-pression. En fait, le fait d'être légèrement moins gonflé, je dis bien légèrement moins gonflé, ça va un petit peu plus amortir et du coup, vous avez moins de sensation de raideur dans les suspensions. Voilà. Donc, bon là c'est parce qu'il fait chaud, mais sinon je suis plutôt à 2,7 sur les 4 roues. Parce que d'origine, moi c'était à 3 bars sur les 4 roues. Voilà. Donc forcément, plus il y a de pression, mieux c'est pour l'autonomie, mais c'est plus raide. Voilà. Donc moi j'ai essayé de trouver le compromis et je ressens quand même la différence, que moi je suis sur des routes pas mal de campagne, etc. Puis il y a des dodanes en ville. Je ressens vraiment ça positivement, quoi. Là on est à 2,8 parce que c'est en plein soleil. Hein. Donc la confort des pneus, ok. L'autopilote. J'utilise beaucoup l'autopilote quand je suis sur des grands trajets autoroutiers. Là pour vous dire, on vient de rentrer de vacances hier. Donc j'ai fait 800 km aller, 800 km retour. Donc c'est la première fois que je faisais un si grand trajet. Habituellement je fais des trajets de 200 km aller, 200 km retour, grosso modo, qu'on fait dans la journée. Mais là c'était une semaine de vacances. Je vais vous faire le retour complet. Donc l'autopilote très agréable sur les autoroutes, beaucoup moins de fatigue. Je l'ai vraiment ressenti quand on est arrivé après les 800 km dans le sud. Clairement, j'étais pas du tout fatigué, alors qu'avant j'étais KO, quoi. Quand j'arrivais avec les 8 heures de route, franchement j'avais ma dose. Je sentais une fatigue. Là, je suis arrivé, j'étais frais comme un gardon, vraiment pas du tout de sensation de fatigue. C'est hallucinant, quoi. J'aurais pu continuer très très longtemps, alors qu'auparavant, voilà, les derniers kilomètres étaient souvent fatigants et on en avait marre.
Donc là, c'était pas du tout le cas. Pareil au retour, j'ai fait les 800 km retour hier. Et ben franchement, très très agréable. Je suis arrivé, j'étais en pleine forme. Donc l'autopilote m'a beaucoup aidé. Je le reconnais parce que voilà, vous vous mettez comme sur des rails et vous avez juste à toucher un petit peu le volant de temps en temps. Trop souvent à mon goût, moi j'aimerais bien qu'il ait besoin de détecter notre présence moins souvent parce que franchement ça c'est quand même relativement rapproché, c'est le seul bémol j'ai envie de dire là-dessus. Mais sinon c'est un grand confort, vous êtes comme sur des rails et puis ça défile. Donc beaucoup moins de fatigue grâce à ça. Avant, j'ai envie de dire, on conduisait à 100%. Moi, mon autre véhicule avant, c'était une conduite 100% par moi-même. Là, aujourd'hui, le véhicule, je dirais, il conduit à 70% tout seul et 30%, moi, c'est de la surveillance parce qu'en fait, il suit les virages, les courbes, etc. Il ralentit, il accélère en fonction du flux de voiture. Donc, ça, c'est très, très appréciable. On a plus un rôle, j'ai envie de dire, de surveillance que de conduite à part entière comme auparavant. Ça gère super bien les embouteillages, quand il y a des bouchons, etc. Ben voilà, hein, avec la vitesse adaptative, c'est royal. Juste le seul bémol, quand vous êtes arrêté dans le bouchon et que ça redémarre, je trouve que ça accélère trop brusquement. Voilà, on sent vraiment que ça accélère d'un seul coup. Ça pourrait y aller plus doucement, surtout que c'est pour souvent s'arrêter 30 mètres plus tard, quoi. Autre point négatif, on peut pas, quand on est sur la voie de gauche, notamment on a fait pas mal de déplacements en région parisienne, etc., sur Paris, sur la voie de gauche, souvent vous avez les scouts qui passent entre la voie de gauche et la voie centrale, les scouts et les motos. Moi habituellement, quand je me mets sur la voie de gauche, je serre bien à gauche, notamment sur le périph', pour laisser passer les deux roues. Là, lui, l'autopilote, il s'occupe pas de ça, il est centré sur la voie. Donc je trouve que c'est embêtant parce que moi j'aime bien laisser la. Moi je suis aussi. J'utilise aussi un deux roues, hein, moi j'ai une moto. C'est vrai que c'est toujours appréciable quand les véhicules vous aident sur la route. Voilà. Et quand on est sur la voie de gauche, j'ai toujours tendance moi, à me serrer à gauche pour laisser faciliter le passage des motos. Bah là, vous pouvez pas avec l'autopilote parce que lui, il vous centre vraiment sur la voie. Et ça, je trouve que c'est dommage. Donc moi, sur le périph', etc., quand il y a beaucoup de circulation de deux roues, je l'enlève pour voilà, me serrer sur la gauche et faciliter l'usage des deux roues. Mais sur sur un trajet autoroute de 800 bornes, hier, si j'ai vu une moto sur l'autoroute, hein, sur toute la journée, c'est le maximum. C'est pas trop là où c'est le problème. Donc ça, je vous en ai parlé. Point négatif, ouais. Attention sur l'autopilote quand vous le mettez, même sur l'autoroute, quand il y a des zones de travaux. Parce que des fois, il y a des anciens tracés qui sont encore visibles sur la route. Il a du mal à se positionner, il ne sait plus quelle ligne il doit suivre, il met un coup de frein, il met des coups de volant, et là, c'est vraiment perturbant, hein. Donc là, moi, quand je me suis fait avoir 2 fois, ça nous a vraiment fait drôle. Et j'ai dit à ma femme, mais j'ai rien fait en fait, hein, c'est pas moi. Elle pensait que elle se demandait ce que je faisais. Donc là, quand on traversait des zones comme ça, je le désactivais. Donc c'est pas souvent, mais c'est sur un trajet de 800 km, vous vous doutez bien, il y a au moins toujours 3-4 zones de travaux, quoi. Donc ça, voilà, on le désactive à ce moment-là. On le désactive aussi quand vous êtes, admettons, sur une 4 voies et que ça passe en 3 voies, ou alors vous êtes sur une 3 voies et ça passe en 2 voies. Si vous êtes là sur la voie qui va se rétrécir, il se perd à un moment donné parce il trouve plus les lignes blanches, il trouve plus le balisage, et là il est paumé, il freine, il met des coups de volant. S'il n'y a pas trop de trafic, bon, ça va vous surprendre vous, c'est le moins gênant, mais s'il y a vraiment du trafic, ça peut surprendre les autres véhicules, et moi je trouve que c'est vraiment, à ce moment-là, c'est limite dangereux. Donc on s'est fait 2 petits coups, pas de frayeur, hein, mais deux surprises. Donc ça, après, moi ça je l'ai coupé, hein. Quand on est arrivé sur des zones de rétrécissement, c'est signalé en amont, donc il n'y a pas de surprise. Mais voilà, à ce moment-là, je le coupe. Donc ça, c'est la limite, j'ai envie de dire, de l'autopilote. Aussi, mais ça c'est connu, hein, c'est quand on change de voie, vous mettez le clignotant, vous changez de voie, il se coupe, il faut le remettre à chaque fois. Donc j'ai envie de dire, quand vous faites un long trajet, vous en avez marre de faire des changements de voie réguliers. Donc moi en fait la petite technique, mais dites-moi vous en commentaire s'il y a d'autres choses qui m'échappent, peut-être il y a des petites astuces. En fait moi soit je me mettais à droite, j'ai envie de dire à 110, 115, en dessous le trafic, de manière à ce que de manière à ce que je me fasse doubler plus que je ne double. Donc en gros j'ai juste à doubler les camions. Donc là j'ai très peu de changements de voie. Ou alors je me mets carrément en voie de gauche
et je me mets vraiment à 130 ou un tout petit peu plus à l'autopilote. Et là, en fait, grosso modo, il n'y a que les mecs qui arrivent à au-dessus de 140, plus de 140 qui vous doublent. Et là, vous avez assez peu de changements de voie à faire également. Bon, voilà, hein, c'est un peu les points que j'ai à signaler. Puis sinon, bah, vous le mettez pas, hein, j'ai envie de dire, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, l'autopilote et aussi le régulateur adaptatif, mais c'est vrai que sur des longues distances, c'est quand même confortable. Mais il n'est pas parfait. Voilà, il n'est pas parfait. Il faudrait que Tesla le fasse un petit peu évoluer. Autre point, j'ai eu des, et ça, je trouve que c'est la limite du système aussi. Je me suis retrouvé bloqué, banni entre guillemets, puni par l'autopilote. Euh, pour lui à juste titre, mais quand on voit les conditions réelles, pas du tout. Il faut savoir que l'autopilote, si vous faites une accélération brute et un excès de vitesse sous autopilote, il vous donne une alerte et en fait vous ne pouvez plus le mettre. Il faut vous arrêter sur une aire d'autoroute, arrêter le véhicule 10 secondes, hein, ça suffit, 5 secondes ça suffit, et repartir. Moi ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait une zone un peu dangereuse. J'étais sur ma voie de gauche en train de dépasser un camion qui lui-même doublait un camion, vous voyez le truc. Et le camion en fait a commencé à me serrer. Donc là, moi, pour me sortir de cette situation-là, j'ai mis un grand coup de gaz pour accélérer et pour nous protéger, quoi, bien évidemment. J'allais pas me faire serrer contre la bande centrale. Donc là, l'urgence, c'est quoi, hein? Vous avez 2 secondes pour réagir. Soit vous faites serrer par le camion, soit vous dégagez, quoi. Bon, bah, j'ai pris l'option de dégager un grand coup. Et là, forcément, vous dépassez ce que l'autopilote est prêt à tolérer. Et donc, du coup, il vous bannit en mode vous êtes un chauffard, vous avez fait un excès de vitesse de 2 secondes, ça dégage, vous n'avez plus le droit de le mettre. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé sur le trajet aller-retour de 800 km et 800 km, ça m'est arrivé 2 fois, et il m'a banni 2 fois, quoi. Donc ça vous oblige à vous arrêter 10 secondes, parce que vous ne pouvez plus le mettre, quoi. C'est con. Donc quand vous avez envie d'être bien positionné avec l'autopilote qui fait le taf, quand vous êtes habitué à ça, c'est vrai qu'honnêtement, après reprendre pleinement la main à 100%, on n'a pas envie, quoi. On devient feignant, j'ai envie de dire, et à ce moment-là, on a hâte de remettre l'autopilote. Donc j'ai fait 2 petits arrêts de 10 secondes juste pour le repositionner, et ça, je trouve que c'était pas du tout adapté à la situation, quoi. Alors j'aurais dû avoir le réflexe de le couper et d'accélérer. Bon, quand il y a un camion énorme qui commence à vous serrer sur la bande du milieu, franchement, moi, dans ma tête, ça va. J'ai pas le temps de penser à tout ça, j'appuie gaz et je dégage, quoi. Donc voilà, bon, en gros il a pas aimé, mais ça m'a pas pénalisé plus que ça, on va dire. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais à dire. Ah ouais, après le stationnement. Donc on arrive en vacances. Là j'ai eu le cas pour les vacances, mais j'ai eu le cas pas mal de fois lors de déplacements quand on va dans des grandes villes, notamment Paris, etc. Au quotidien, moi, j'ai pas le souci de stationnement, je suis chez moi. Au boulot, on a un grand parking privé, etc. Donc, j'ai jamais de problème de stationnement. Et autour de chez nous, globalement, on a de la place pour stationner assez librement. On va dire qu'on connaît bien le coin, donc forcément, on a nos astuces de stationnement pour pas être embêté avec les gros véhicules. Mais quand on va dans une grande ville, des fois, on n'a pas le choix, et notamment à Paris, pour les stationnements, je fais pas de dessin. Moi, je suis obligé de me mettre dans les gros Vinci là, souterrains, souvent, les Indigo, etc. Et c'est assez serré, faut le reconnaître. Et là, j'ai eu le même coup en vacances dans la résidence. C'était un parking sécurisé souterrain, mais c'est des constructions, ça devait dater des années, je dirais, 70, 80 tout au plus, mais je dirais bien 70, où à l'époque les véhicules étaient beaucoup plus petits. Et donc ils n'ont pas évolué forcément. Nos véhicules, eux, ont quasiment doublé de volume, mais pas les parkings. Et franchement, ça passe plus que serré. Hein. Voilà. Donc pas d'incident majeur, mais moi je vois les différents parkings que j'ai eu à prendre à Paris. Franchement, je dirais quand même, ouais, franchement, c'est la galère. Ça passe, ça passe, hein. J'ai pas frotté la carrosserie ni rien, mais c'est très chaud parce que le véhicule est vraiment. Moi j'étais habitué, hein. Avant j'avais la 5 Sportback, donc bon, elle a déjà un beau gabarit. J'étais embêté, mais ça allait. Là c'est le niveau du dessus, hein. Franchement, je vois la différence.
J'ai des aides à la conduite avec les caméras, mais clairement les caméras sont insuffisantes parce qu'il y a des angles morts. Et qu'est-ce qui est dangereux quand on prend des parkings comme ça souterrains? Bah, c'est le coin avant gauche et le coin avant droit, quoi, clairement. Où on a toujours un petit peu de mal. Ça vous signale du jaune, du rouge, machin. Ouais, ok. Franchement, quand vous êtes emmanché dans le parking, soit en train de le descendre, soit en train de le monter, c'est assez compliqué de voir vraiment où est la limite, je trouve, mais j'ai pas encore beaucoup d'expérience là-dessus. Et les caméras, vous voyez pas vraiment où vous êtes en fait, parce que cet angle-là, il n'est pas filmé, et on n'a pas une vue 360 avec les caméras, et ça manque, vraiment ça manque, hein. C'est assez compliqué. Et pourtant, moi, ça me fait pas peur de passer à 3 mm, hein, la carrosserie, hein. Je suis habitué avec la 5, je le faisais tout le temps, mais là, franchement, c'est limite. Donc bon, il y a l'accès quand on descend, donc souvent on n'arrive même pas à descendre du premier coup. C'est-à-dire que moi, il y avait des parkings parisiens, notamment celui en dessous Notre-Dame. Voilà, on s'était garé en dessous Notre-Dame, il y a un parking juste en dessous. Franchement, pour descendre, c'était blindé, donc j'ai dû descendre au moins 4. Là, j'ai dû faire à chaque fois des manœuvres parce que le véhicule braque tellement pas qu'en fait, vous pouvez pas suivre directement, descendre le- comment dire, la voie qui vous descend dans le niveau inférieur en fait. À chaque fois, j'étais obligé de m'avancer, braquer et de reprendre le bon angle, quoi. Donc faire des manips et le véhicule, voilà, hein, braquer à fond, mais ça vous passez pas. Vous êtes obligé de braquer, contre-braquer pour descendre et pareil pour remonter. Donc ça se fait, mais c'est quand même chiant, faut reconnaître. Et puis là, mais après en bas, moi j'avais des places assez larges, donc ça allait pour le stationnement, je n'étais pas embêté, mais c'était plutôt pour descendre. Il y a un autre parking à Paris où bah, j'ai frotté une jante, parce que tellement c'était étroit, franchement, mais hallucinant, bah, j'ai frotté une jante, donc j'ai abîmé un enjoliveur, c'est pas très grave, je l'ai changé. Voilà, j'avais des lots d'avance, donc je le shot l'enjoliveur abîmé, je le remplace, c'est moindre grave, c'est pas très grave, mais si j'avais une jante, elle était éclatée, hein. Franchement, là, ça a frotté sur plusieurs centimètres, quoi. C'était assez important. Et là, quand on était en vacances dans le sud, bah, franchement, j'ai galéré comme pas possible à me garer. Et la place était vraiment hyper étroite et le véhicule on l'a quasiment, enfin c'est pas quoi quasiment, on l'a pas bougé de la semaine en fait. C'était une galère à garer. Il y avait le propriétaire, ma femme, moi avec toutes les caméras et sans déconner, le parking, bah voilà, pour garer une 2 chevaux à l'époque quand ça a été construit nickel, pour garer un véhicule de 2 mètres qui braque pas, parce qu'il braque pas, faut le reconnaître, bah franchement j'en ai chié, hein. C'était galère. Donc une fois qu'il était posé, j'ai dit à ma femme, franchement, mais là on bouge plus la bagnole, c'est pas possible quoi. Et heureusement j'ai eu de la chance, c'est que les autres places à côté n'étaient pas prises, parce qu'en fait il n'y avait pas assez de j'étais obligé de mordre sur les autres places, sinon ça passait pas. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des galères aussi, parce que je pense qu'on doit être nombreux à avoir rencontré des problématiques. De toute façon, quand je suis aux aires de superchargeur, c'est pas compliqué, il y a une Tesla sur deux qui a plus de jantes, hein. Donc à mon avis, voilà, il y a pas que des mauvais conducteurs à mon avis. Il y a aussi un véhicule qui est, voilà, où jouer sur ce terrain-là, c'est évidemment pas son fort. On s'en doute, mais bon, quand on est amené à être obligé à se garer là-dedans, c'est vraiment la galère. Donc stationnement très compliqué dans les parkings, notamment les souterrains, parce que voilà, il est large, ça braque peu, et les caméras avec les angles morts sont pas terribles. Ça se fait, mais franchement, ça passe à ras, quoi. Le sentinelle, ça vous mange 6% par jour, donc pareil quand vous êtes en vacances. Moi j'avais mis le sentinelle parce que bah, c'était tellement à ras. Je me suis dit, s'il y a une autre voiture qui se met, ben, limite on va beugner, quoi. Donc j'ai mis le sentinelle. Ça m'a mangé 6% par jour. Voilà, donc ça faut le savoir, faut l'anticiper. De toute façon, il y a une sécurité, votre batterie n'arrivera pas à 0%. Vous activez le mode basse consommation, soit à 10, soit à 20%, et quand vous arrivez à une basse consommation, ça vous coupera le sentinelle automatiquement. Mais j'ai dû anticiper et charger ma batterie avant de garer ma voiture en vacances parce que j'avais pas de point de charge, mais ça j'y reviendrai. L'autonomie réelle du véhicule. Moi sur une autonomie WLTP c'est 630 km. Ça c'est sur le papier. L'aller-retour sur une autoroute d'un point de charge A à un point de charge B, en gros je fais 400 bornes max. Et je fais même moins si je roule à 130 plus quoi. Si je me mets un bon 130, c'est même moins de 400, hein. Voilà.
On voit vraiment la différence. Alors pour le départ en vacances, donc nous on est parti en famille. Le rangement, il est énorme, c'est pas une légende, hein. C'est la première fois que j'arrive à mettre autant de choses, bien évidemment. Avant j'avais une 5 Sportback qui était quand même spacieuse, mais alors là bon, on n'est plus du tout dans le même univers, hein. C'est hallucinant. Le frunk à l'avant, j'avais mis une valise, le coffre à l'arrière sous coffre, j'avais mis des valises. Et je vais vous montrer, j'ai même ouais, c'est la première fois où j'arrive à mettre le vélo de mon petit garçon. Bon, c'est un vélo enfant, hein, 4, 5, 6 ans, voilà, max. Bah ça tient, j'ai même mis sa trottinette, vous voyez, elle est là. Et il y a la grosse valise XXL. Dessous, il y avait une valise aussi. Et une valise dans le frunk, hein. Plus là, bah, il y avait différents trucs. Voilà. Bon, là, c'est pas en réel, hein, parce qu'il y avait encore plus de choses dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ça tient largement. Là, j'avais mis pareil un sac à dos. Là, des choses également. Bon, ça, c'est pas tous les véhicules qui peuvent faire ça, quoi. Donc, pour ça, gros bonus. Bah, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein, en même temps. C'est pour charger sans se prendre la tête, quoi. Alors, ok. Donc pour le départ en vacances, c'est ce que je disais. Tiens, on va fermer le coffre. Ça c'est génial, vraiment. Le rangement il est vraiment énorme, hein. Donc, et derrière, bah voilà, mon petit garçon il a pu faire le voyage tranquillement avec de la place et en sécurité. J'ai même pas eu besoin de rabattre les sièges, c'est la première fois. Habituellement on est toujours obligé de rabattre un siège, et là même pas. Alors les superchargeurs, ouais, parce que habituellement moi je ne fais jamais de superchargeur. Je charge chez moi et je fais pas énormément de route, donc j'ai une prise renforcée dans mon garage et devant ma maison j'ai une borne rapide là, 7 kW. Donc voilà, moi j'ai pas de souci de recharge, je suis toujours autonome dans mes recharges à domicile. Et quand je fais un aller-retour par exemple à Paris, on fait l'aller-retour, la charge suffit et ça nous permet d'utiliser quasiment jamais de superchargeur. Donc là, pour la première fois, j'ai dû utiliser vraiment le réseau de superchargeurs. J'ai pas eu le choix parce qu'on est parti de la maison à 100%. On est parti pour grosso modo 800 km et à ce moment-là, bah, vous êtes obligé d'utiliser les chargeurs, il n'y a pas le choix. C'est la première fois aussi que j'ai pas de charge à domicile, on va dire, parce que là j'étais dans une location de vacances et il n'y avait pas de point de charge à la résidence. Voilà. Donc j'étais vraiment en autonomie 100% superchargeur. Alors déjà ce que j'ai remarqué, alors tiens j'ai noté ça. Ce qui m'a surpris quand je suis arrivé dans les aires de superchargeur, c'est le bruit que ça fait quand vous êtes à côté des anciennes Tesla. La vôtre, enfin les nouveaux modèles Y et les nouvelles modèles 3, ça va être pareil, ça fait aucun bruit. Vous n'entendez rien et même au début, je me demandais si c'était normal que mon véhicule ne fasse pas de bruit et je me demandais même si ça rechargeait bien. Et oui, ça rechargeait bien, je voyais, ça prenait 200 kW sur l'ordinateur de bord, donc pas de souci. Donc en fait, bon, bah, la déduction, elle se fait très rapidement. Effectivement, ils ont amélioré le système qui, et aujourd'hui, ça fait plus du tout de bruit. Que les anciennes versions, les anciennes modèle 3, modèle Y, bah, vous les entendez tourner hein, quand vous êtes garé à côté. Bon, bah, c'est un petit peu surprenant. C'est pas dérangeant, hein, je dis pas que ça fait du bruit, mais vous entendez un bourdonnement. Voilà. Donc, les nouvelles, ça fait pas du tout de bruit. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Les places sont très larges sur les superchargeurs, donc ça c'est très appréciable. Bien évidemment, c'est adapté à nos véhicules, mais ça fait plaisir parce qu'on sait que quand on a des véhicules larges comme ça, ben, il y a beaucoup de places qui ne nous conviennent pas, c'est assez galère. Moi, je fais partie de ceux où je peux tourner pendant 10 minutes pour trouver une bonne place avec mon véhicule. Donc là, je vous cache pas que quand j'arrive sur une aire de superchargeur et que toutes les places font 3 mètres de large, bon bah voilà, c'est royal, hein. Franchement, vous arrivez, vous risquez pas ni de prendre un coup de portière, tout le monde est confortable. C'est bien adapté quoi. Donc les places sont très très larges, les voitures sont en sécurité, ça vous permet de faire une pause relax même avec toutes vos affaires dans la voiture. Moi habituellement, j'aime pas trop laisser mes sacs etc. dans la bagnole quand on est sur une aire d'autoroute, j'ai jamais trop confiance. Voilà, quand on a des choses qui craignent dans la voiture, c'est toujours un peu
un peu stressant. Là, vous êtes tranquille, il y a que des propriétaires de Tesla à côté de vous. Donc c'est des familles principalement. Euh, Il y en a beaucoup qui... Déjà tout est filmé avec toutes les voitures, donc vous risquez rien quoi. C'est vraiment des places hyper sécures. On est entre nous sur le superchargeur et franchement la voiture risque rien. Et ça se ressent. Vous pouvez laisser toutes vos affaires dans le coffre. Moi ça j'ai apprécié. Habituellement sur les aires d'autoroute, j'aime bien me garer pile poil devant pour être pas trop loin de la voiture. J'en connais à qui y arriver des mésaventures. Bon bah voilà, hein, quand ça vous arrive, c'est pas de peau, mais quand ça tombe sur vous et que vous êtes avec plein d'affaires en vacances, ça fait pas plaisir. Donc voilà, c'est surveillé, c'est top. Par contre, alors c'est très bien, il y a un grand maillage, hein, donc vous avez des superchargeurs partout, c'est génial. Vous n'êtes jamais en galère pour vous recharger. La voiture vous signale quand il faut recharger, etc. Donc ça, il y a pas de souci. C'est vrai que c'est des endroits qui sont pratiques. Vous êtes toujours vers un hôtel-restaurant, vers des hypermarchés, etc. Par contre, pour la plupart du temps, c'est des endroits qui sont pas reposants. C'est-à-dire que c'est efficace, quoi. Hein. C'est-à-dire, on recharge pas longtemps et on part. Ok. Mais c'est vrai que c'est des endroits où ça bouge, quoi. Il y a du bruit, c'est des parkings, etc. Tout dépend de ce qu'on recherche, en fait. Si c'est pour faire un point de recharge rapide, efficace, bon, bah là, 20 sur 20, hein, j'ai envie de dire, ça fait le taf. Vous êtes pas là, vous attendez pas longtemps, vous repartez. Si jamais vous n'avez pas prévu à manger ou quoi, vous avez toujours des toilettes à côté, vous avez toujours de quoi vous restaurer. Il y a un, deux, trois restos ou un hôtel-restaurant. Donc ça là-dessus, 20 sur 20. Par contre, si c'est un déplacement en famille et que vous avez un peu de temps et que vous voulez vous reposer calmement et voir pique-niquer, bon bah là on voit que c'est plus du tout adapté en fait. Hein. Et nous, pour notre usage famille, quand on part en vacances comme ça, moi j'avais toujours l'habitude de m'arrêter un petit peu pour prendre le café tranquille à 10 h, la pause pipi et faire le café. À midi, faire la petite pause pique-nique tranquille, s'aérer au calme, sur une aire de repos tranquille. Bon bah là, on n'y est pas du tout quoi. Clairement, hein, on est vraiment dans la recharge rapide et efficace quoi. Ok. Donc ça, bah, ça nous a un peu surpris parce que nous habituellement, bah, ma femme elle organise à chaque fois avec moi le pique-nique, etc. pour qu'on soit tranquille avec le petit. Bon bah là on a pique-niqué au cul de la bagnole sur un parking de supermarché quoi. Voilà. Donc c'est pas du tout adapté à ça en fait. Hein. Donc c'est vrai que j'ai demandé même sur la route à Groc en lui disant trouve-nous une aire un peu sympa parce qu'en fait il y en a hein, quand même des aires sympas. Et j'ai dit mais trouve-nous une aire sympa entre midi et 13 h sur la route, sur mon trajet. En fait, il vous dit oui, 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 oui. Il vous trouve ou n'importe quoi ou un truc qui s'en rapproche, mais jamais ce qu'il faut. Et la moitié du temps, il m'a sorti n'importe quoi, quoi. Franchement, c'était nimp. Et il vous dit voilà, j'ai trouvé, super, n'hésite pas à me demander quelque chose d'autre. Bah en fait, déjà traite ma demande, parce que là tu fais nimp, et ça va pas du tout. Et je vais certainement pas m'arrêter, faire demi-tour sur une autre autoroute, refaire 10 bornes en arrière pour aller choper une aire de pique-nique. Enfin, c'est ridicule. Bah, il me proposait ça à un moment donné, hein, donc je lui ai dit non, on n'en est pas là non plus quoi. Donc ouais, c'est pas Grok déjà, il se trompe beaucoup, hein, faut le savoir, il reconnaît pas souvent, enfin il reconnaît votre voix 8 fois sur 10, mais ça veut dire que 2 fois sur 10 ça foire. Et puis il vous dit jamais non, mais en gros vérifiez bien quand même hein, ce qui vous indique, hein, faut pas prendre tout pour argent comptant, hein, clairement. Bon après comme toutes les IA, vous me direz, il n'y a pas que Grok. Hein. Mais voilà, je trouve que ça pêche un petit peu. Donc ouais, j'ai mis endroit peu reposant, hypermarché, etc. Mais par contre, c'est très très pratique. Et j'ai mis Grok s'adapte mal si on demande un lieu pour pique-niquer sur le trajet. Voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est à voir dans le temps. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'avant on s'arrêtait. Bah voilà, moi quand je faisais 800 km, typiquement, j'ai toujours été quelqu'un qui. Alors, pas toujours, hein. Quand j'avais 20 ans, on partait avec les copains, on s'arrêtait assez peu, je crois qu'on le faisait même en une fois. On était tellement pressé d'arriver qu'on démarrait la bagnole, on faisait le sud d'une traite. Hein.
Voilà, aujourd'hui, moi je suis plus du tout là-dedans depuis des années avec ma femme et puis notre petit garçon. Toutes les 2h30, on s'arrête, on fait la petite pause pipi, on boit un petit café. Le midi, on prend le temps de déjeuner en 30 minutes tranquille. Donc, moi, c'est déjà quelque chose que je faisais. Donc, c'est ce que je mets avant. On s'arrêtait en fonction de nos envies. Voilà, la petite pause café à 10h, le repas à midi, la dernière petite pause à 14-15h avant d'arriver, et puis après on arrivait tranquille quoi. Là, c'est plus des pauses en fonction de vos envies, c'est des pauses en fonction des envies de la voiture. Ok, c'est des pauses recharge. Alors après, ce qu'il faut essayer, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des pauses voiture en finale qui soient utiles pour la voiture et pour nous. Donc c'est ce qu'on faisait. Et sur un grand trajet, c'est assez cohérent. Moi, elle m'a arrêté toutes les 2h, 2h30 pour faire un petit point de recharge. Et ce que je faisais, c'est par exemple, quand elle me demandait de m'arrêter 8 minutes pour recharger, bah moi je m'arrêtais pas 8 minutes. En fait, je vais pas boire mon café en 8 minutes. J'ai jamais fait ça et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Donc je mettais la recharge euh, au lieu de prendre 25% de batterie, bah, je reprenais peut-être 50% de batterie, tant mieux. Je poussais la recharge et c'est quand j'avais fini mon café et mon croissant que je me disais bon bah c'est bon, je regardais l'heure, ah bah ça fait déjà 15 minutes qu'on est là ou 20 minutes, on remonte dans la voiture et la voiture était déjà prête avant nous en fait. Voilà, mais c'est moi qui drivais le truc, c'est pas la voiture qui drivait ma pause. Parce que je suis dans un voyage en famille, ok. Le mec qui veut faire simple, efficace et tracé, bien sûr, il fait ce que lui donne la voiture et il arrivera à son point B depuis son point A comme c'était prévu. Mais nous, on n'était pas du tout là-dedans. Voilà, donc j'espère que vous comprenez la démarche. Donc c'est vraiment nous, la voiture qui s'est adaptée à nos pauses. Et même le midi, en gros, au bout d'un quart d'heure, elle me disait tu peux repartir. Ouais, mais moi en un quart d'heure, avec ma famille, je sais pas manger en 15 minutes, quoi. Donc il me faut aller 25-30 minutes tranquille. Et ben on a rechargé pendant 25-30 minutes et pendant ce temps-là, elle prenait de la charge. Voilà. Donc en descendant, euh, ce qui change beaucoup en fait, c'est, je l'ai remarqué pour l'électrique, c'est est-ce que vous avez un point de recharge à votre domicile en partant de votre point A et est-ce que vous avez un point de recharge à destination votre point B. Votre point B peut être aussi votre point A si vous faites un aller-retour dans la journée. Ok. Pourquoi je dis ça? Entre mon point A et mon point B, j'avais 800 km. Je suis parti avec 100% de batterie. Si j'avais un chargeur dans ma résidence, ou admettons, vous avez une résidence secondaire et vous avez une charge dans votre point B, j'aurais eu besoin de faire que 2 arrêts recharge. 2 petits arrêts et vous arrivez au point B avec la batterie à ras des pâquerettes et vous vous en moquez parce que vous êtes sûr d'avoir votre chargeur. Donc là, vous pouvez faire que 2 arrêts. Mais moi, à mon point B, là, j'arrivais en vacances, j'avais pas de point de recharge. Et quand j'arrive au garage où j'arrive en vacances, je peux pas arriver à 3% de batterie. Je vais pas arriver avec une batterie et une bagnole foutue dans un garage qui bouge plus. Donc il faut que arrive avec au moins 65% de batterie et que je puisse avoir le Sentinelle toute la semaine. Et alors, je vous partage mon cas perso. Mais des cas, il y en a autant qu'il y a de personnes, hein. Mais je vous donne ce cas-là. Et ben là, vous voyez, j'ai dû faire 4 recharges. Pourquoi? Eh ben parce que si j'avais dit tu arrives avec 10, 15, 20% de batterie, j'avais besoin de faire que 3 arrêts recharge. Mais vu que je lui ai dit j'ai besoin de 65% à l'arrivée, il m'en a rajouté une juste avant. Donc c'est une aire, c'était à Cannes, je sais pas quoi, Mandelieu, Cannes Mandelieu. Aire très sympa, d'ailleurs on a discuté avec un monsieur qui habitait là-haut, Michel, très sympa, qui me posait des questions sur son modèle Y, parce que lui il avait un modèle Y performance ancienne génération, et puis il avait commandé le mien en modèle Y dual motor. Donc en plus c'est bien les superchargeurs, ça permet de discuter entre propriétaires et franchement bah, super échange. On n'a pas parlé de la chaîne, hein, il savait même pas que j'ai une chaîne, je vais pas parler de ça. Mais voilà, bah, peut-être que Michel se reconnaîtra à l'ère de Cannes Mandelieu. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc là j'ai dû faire 4 arrêts parce que de mon point A à 100% avec batterie préchauffée avant le départ, et à l'arrivée, 4 arrêts. Mais c'est des petits arrêts en fait. 15, 20, 15 et 15. Parce que vous ne faites jamais un 100, 0. Contrairement à quand vous avez un point de recharge chez vous,
Moi, quand je fais des allers-retours, des fois dans d'autres villes, je m'amuse à. Enfin, c'est pas que je m'amuse, mais je pars de chez moi à 100, je rentre chez moi à 4 ou 5% de batterie. Mais je m'en fous parce que je sais que j'ai ma borne de recharge chez moi. Donc là, on peut jouer sur la batterie à fond, à 100% pleine capacité. Là, vous pouvez pas, vous arrivez, vous faites toujours des petits compléments de recharge, compléments de recharge, compléments de recharge, compléments de recharge, parce qu'il vous fait pas un 100, 0% sur l'autoroute. Personne fait ça en fait. C'est dangereux. Donc en fait, il vous remonte à 70 et il vous renvoie recharger à 20%. Il vous remonte à 60, 70 et il vous fait recharger à 20%. Donc l'aller-retour, j'ai roulé, hein. Moi je me mets à 130, je suis pas forcément à 110 voie droite, j'accélère, voilà, je profite de la voiture. Voilà, je fais des belles accélérations franches et tout. Je conduis comme je conduisais avec mon thermique. Ok, une conduite réelle, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'ai fait 800 bornes et j'ai fait 4 petits arrêts recharge. Ok, voilà pour ce cas-là. Au retour, et là vous allez voir la différence. Au retour, quand j'ai récupéré mon véhicule dans le parking, il n'était plus qu'à 30% de batterie quand je suis reparti. 30% de batterie, pour refaire 800 bornes. Bah ouais, parce que là, moi, dans mon parking, je vous ai dit, franchement, je ne pouvais pas bouger de la semaine. C'était trop de risques, franchement, c'était une galère finie, un truc de fou. On part à 30%, sauf que vous avez 800 bornes à faire. Et ben là, il m'a fait m'arrêter à la première arrêt au bout de 30 minutes. Donc au bout de 30 minutes, il m'a réarrêté à Cannes-Mandelieu, là. Et du coup, il m'a fait un arrêt recharge de 20 minutes pour me remonter, je crois, à 70-80% pour repartir. Donc cet arrêt-là, vous voyez, quand vous partez à 100%, si j'avais eu une borne de recharge en vacances, bah là, clairement, j'aurais été peinard, je repartais à 100%. Mais là, j'étais dans l'usage réel, en fait, de l'électrique. Du mec qui n'a pas de borne de recharge chez lui. Bah là, on se rend compte quand même que quand on a des points de recharge à domicile, on est vraiment privilégié et c'est vraiment là où l'électrique prend tout son sens. Quand vous n'en avez pas, quand il y en a qui vous disent je fais point A, point B, ça fait tant de kilomètres, je fais X recharge, ben ouais, je pense que les mecs ont raison, même si ça paraît dingue, parce qu'en fait la première recharge, vous la prenez au bout de 30 minutes, quoi. C'est-à-dire que là j'ai fait 30 minutes, j'ai rechargé, et après, il m'a refait mes 3 autres recharges classiques. Donc j'ai fait 4 recharges. Et quand je suis arrivé vers chez moi, ma femme m'a dit, ben, vu qu'on a des superchargeurs gratuits, elle m'a dit à la limite, supercharge gratuit au lieu de se charger à la maison. Je dis, ouais, t'as raison. Donc je me suis arrêté au superchargeur parce que je suis arrivé, j'étais à quoi, 15%. Et pour remonter à 70, donc j'ai fait un 5e arrêt recharge. Vous voyez, donc la différence entre un point A, un point B, où vous avez un point de charge au point A, vous partez à 100%, vous pouvez arriver avec une batterie vide pour recharger au point B. Là, j'aurais fait 2 arrêts recharge. Mais si vous n'en avez pas ni au point A ni au point B, ce qui m'est arrivé entre guillemets au retour, parce que j'avais pas de point au point A et le point B, j'ai décidé de faire une recharge pour privilégier le superchargeur, j'ai fait 5 arrêts recharge. Donc vous voyez, quand quelqu'un vous dit ah bah moi je charge 2 fois ou je charge 5 fois, les deux ont raison, les deux conduisent pareil. Hein. J'ai conduit pareil à l'aller et au retour. Hein. Sauf que soit vous partez avec une batterie à 100% et que vous pouvez vider complètement, soit vous ne pouvez pas le faire. Et là, vous chargez quand même souvent. Enfin, toutes les 2h30. Okay. Là, on parle d'une Tesla 2026 avec 630 WLTP. Si vous avez des modèles 2023-2024 avec des autonomies à la base de 450, quand il y en a qui vous disent je fais un Paris, je sais pas quoi, Portugal, je fais 10 arrêts recharge, je pense que les gars, ils exagèrent pas en fait. Parce que sur l'autoroute, ça diminue vraiment l'autonomie. Et si tu pars pas à 100% de chez toi et que quand tu arrives à destination, tu n'as pas un chargeur dans ta cour, ben en fait, tu as déjà 2 charges en plus. En fait. Celle dès que tu pars de chez toi et celle pour avant d'arriver. Donc voilà, ça alors, si je devais refaire, je rachèterais la même électrique, c'est pas un souci. Hein. Je dis juste qu'il faut en avoir conscience. Voilà. Par contre, je me suis dit, mais habituellement, des fois, on part en famille. Donc on est plusieurs voitures à suivre. Là, je me suis dit, si les autres, je les fais s'arrêter comme ça, autant de fois, alors qu'ils me suivent, qu'ils sont un thermique avec une autonomie de 850 km, je me suis dit, franchement, c'est un coup à leur faire péter un plomb, quoi. Hein. Au bout de 30 minutes, tu démarres de ta destination de vacances et tu dis, bah attends, dans 30 minutes, tu viens, on va s'arrêter, faut que je recharge. Je pense que là, ils vont se dire, c'est quoi ta voiture, quoi.
Alors oui, bah, ça aurait été ce cas-là, franchement, j'aurais pris le risque, j'aurais sorti la voiture la veille, je serais allé la supercharger un petit coup à côté, comme si j'avais été faire mon plein, j'ai envie de dire, et je serais arrivé avec une bagnole à 90% dans le garage, pas à 100%, c'est pas trop bon pendant non plus 2 jours, mais je l'aurais superchargé avant et j'aurais anticipé. Voilà, donc ça aurait été différent, mais on aurait fait quand même 3 arrêts recharge, par contre, ça les oblige à s'arrêter vers des superchargeurs. Voilà. C'est juste ça, hein, ils sont obligés de vous suivre. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ouais, j'ai mis sinon bah, le véhicule a toujours été prêt avant moi. Donc voilà. Voilà pour la petite expérience. Par contre, pour ceux qui sont habitués à faire des allers-retours, à pas s'arrêter, bah eux ils sont pas prêts à l'électrique, hein, clairement. Hein. Et ça, je critique pas. Hein. Moi, je l'ai déjà fait. Je sais qu'aujourd'hui, je suis plus là-dedans. J'en connais qui sont toujours là-dedans, qui font des points A, point B, bam, d'une traite. Ils sont à destination. Enfin, dans des chronos enfin, moi ça m'intéresse même pas, mais pourquoi pas, hein. Voilà, donc eux, mais ils peuvent pas passer à l'électrique, hein, clairement, hein. Vous leur faites ça, ils pètent un plomb, hein. Par contre, ce que je trouve, le superchargeur, ça serait mieux si c'était sur une aire d'autoroute classique, parce que là ça vous fait sortir quand même à chaque fois. C'est pas loin, mais c'est pas collé à l'autoroute. Faut dire quand c'est bien, mais si c'était collé à l'autoroute, franchement, ça serait encore mieux, quoi. Alors on peut se recharger, hein, sur les autoroutes, il y a des chargeurs, mais j'ai des kilomètres gratuits avec les superchargeurs, ça charge super vite, c'est moins cher que les autres, donc j'utilise ça, j'ai pas envie d'avoir des abonnements, des bazars, etc. C'est pour ça que j'ai acheté Tesla aussi. Mais c'est vrai que ça vous fait sortir un petit peu. Or moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que ça vous fait découvrir d'autres villes, d'autres trucs qu'on n'aurait clairement pas vus. Et moi, je suis naturellement curieux, j'aime bien découvrir des choses, donc ça me va bien. Mais voilà, vous êtes en voiture avec d'autres personnes, vous partez en vacances avec d'autres personnes, vous leur faites subir ça. Bon, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, quoi. Clairement, faut se le dire. Donc ça, c'est voilà. Mais si vous êtes tout seul, bah, pourquoi pas, mais ça, faut le savoir. Il y a des superchargeurs qui sont très très proches, d'autres un petit peu plus loin, mais c'est à jamais plus de 3 minutes en voiture, donc ça reste faisable, mais il faut le savoir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je pensais même pas, je pensais pas parler aussi longtemps. À la base, je pensais que ça allait durer 15 minutes, mais c'est très très long. N'hésitez pas en commentaire à mettre des commentaires sur votre expérience, sur ce que vous avez ressenti, parce que franchement, il n'y a pas de commentaires. C'est comme il n'y a pas de questions bêtes. J'aime bien cette expression, et il n'y a pas de commentaires bêtes, quoi. Donc si vous avez des questions, bah, posez-les. Si on a qu'on les réponses, bah, n'hésitez pas à interagir entre vous. Moi, si je peux vous répondre, je vous répondrai. J'ai pas toutes les réponses. J'espère vous avoir fait un retour assez complet de mon expérience. Voilà ce que ça donne à un utilisateur d'une ancienne thermique qui découvre l'électrique. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.